Bonjour à tous. Voici quelques éclaircissements à propos du roman de Madame de Lafayette intitulé La princesse de Clèves. Le premier volet de cette présentation consistera à contextualiser le récit. Nous sommes dans la seconde moitié du XVIe siècle, sous le règne de Henri II, fils de François Ier. L'histoire de la princesse de Clèves se déroule entre octobre 1558 et novembre 1559, donc sur une année. Le début du roman plante le décor, avec le faste de la cour de Henri II. L'incipit précise: la magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Au début de son roman, donc, Madame de Lafayette présente le roi Henri II au faîte de son règne. Le faîte, c'est le sommet. Il a 39 ans. Dans le texte, ce prince était galant, bien fait et amoureux. Quoique sa passion pour Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois, eût commencé il y avait plus de 20 ans, elle n'en était pas moins violente, et il n'en donnait pas des témoignages moins éclatants. Les deux personnages les plus puissants du royaume apparaissent ainsi les premiers, le roi Henri II et sa maîtresse, Diane de Poitiers. Le roi voue depuis l'âge de 6 ans, jusqu'à sa mort à l'âge de 40 ans, à la très belle et légendaire Diane de Poitiers une véritable adoration. Elle est sa maîtresse, car il a dû épouser Catherine de Médicis à l'âge de 14 ans. Elle avait 14 ans aussi. Le roi Henri II a toujours affiché sa relation avec sa favorite Diane de Poitiers, en portant ses couleurs, le noir et le blanc, avec leurs initiales, à savoir le H de Henri enlacé par deux D. Dans cet incipit, Madame de Lafayette précise que les couleurs et les chiffres de Madame de Valentinois paraissaient partout. À ce moment du récit, Diane de Poitiers a 20 ans de plus que son amant Henri, c'est-à-dire 59 ans. Dans le roman, Diane de Poitiers est, vous l'avez compris, la duchesse de Valentinois. C'est le roi qui l'a faite duchesse de Valentinois et qui l'a couverte de bijoux somptueux et qui lui a offert le château de Chenonceau. Diane, vêtue de noir et de blanc, porte des plumes de même couleur. Henri, ainsi, porte les mêmes plumes blanches et noires à son chapeau. Madame de Lafayette décrit ensuite Catherine de Médicis, qui maîtrise l'art du paraître à la cour, car elle ne montre pas ses sentiments. Dans le texte, il semblait qu'elle souffrit, la reine donc, sans peine, l'attachement du roi pour la duchesse de Valentinois, et elle n'en témoignait aucune jalousie. Mais elle avait une si profonde dissimulation qu'il était difficile de juger de ses sentiments. Nous verrons de fait plus tard, à la mort du roi Henri II dans la troisième partie du roman, comment Diane de Poitiers sera brutalement évincée de la cour. La galerie de portraits se poursuit. Tous rivalisent par la beauté, la naissance, l'esprit, la bravoure au combat pour les hommes. L'éclat illumine le tableau de cette cour de la Renaissance. Il est beaucoup question naturellement de Diane de Poitiers, la duchesse de Valentinois, qui de fait dirige le royaume. Citation: mais ceux que la faveur ou les affaires approchaient de sa personne, c'est-à-dire le roi, ne s'y pouvaient maintenir qu'en se soumettant à la duchesse de Valentinois. Et quoiqu'elle n'eût plus de jeunesse ni de beauté, elle le gouvernait avec un empire, c'est-à-dire une autorité, si absolue, que l'on put dire qu'elle était maîtresse de sa personne et de l'État. Plus loin, Madame de Clèves écrit: à la cour, elle recevait toutes celles qu'elle daignait regarder, mais peu lui étaient agréables. Catherine de Médicis, pour sa part, s'entoure de personnes qui se sont éloignées de la frivolité et des distractions. Dans le texte, celle qui avait passé la première jeunesse et qui faisait profession d'une vertu plus austère était attachée à la reine. Quant aux jeunes femmes, elles font cercle autour de la reine Dauphine. Dans le texte, celles qui étaient plus jeunes et qui cherchaient la joie et la galanterie faisaient leur cour à la reine Dauphine. Alors, qui est la reine Dauphine? Eh bien, le tout jeune roi, prince plutôt, fils du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis, François, vient d'épouser Marie Stuart. Elle a 16 ans, il en a 14. Elle est très jolie, vive et spirituelle dans le roman. Nous savons qu'après la mort du roi Henri II, Marie Stuart sera reine de France, puisque son époux, qui aura alors 15 ans, au moment du décès accidentel de son père, sera sacré roi à la fin de la troisième partie du roman.
Marie Stuart sera ensuite la reine d'Écosse, dont la destinée tragique a beaucoup inspiré les romanciers ou réalisateurs de cinéma. Pour l'heure, elle est très jeune, parfaite pour l'esprit et pour le corps, précise la romancière, et éminemment cultivée sur le plan artistique. D'autres personnalités royales ont leur propre cour, la reine de Navarre, mère du futur Henri IV, ou Madame, sœur du roi. La romancière nous présente aussi les trois frères de Guise, qui appartiennent à une maison de Lorraine ultra-catholique. Alors le sens du mot maison est à connaître. La maison désigne une famille noble, avec des titres tels que duc, comte, baron, etc. et des terres. Le nom de la maison est souvent le même que celui de la terre principale. Pendant les guerres de religion, les Guises seront des membres importants, très influents du parti catholique, alors opposé aux protestants. Leur rôle sera majeur au moment du massacre de la Saint-Barthélemy, 13 ans plus tard. Et donc, la jeune Marie Stuart, nommée Madame la Dauphine dans le roman, est leur nièce. Son union avec le fils du roi Henri II a permis d'unir la maison des Guises, féroce et ambitieux politique, à la maison royale. Pourtant, Diane de Poitiers, maîtresse du roi, a tenté d'empêcher ce mariage du dauphin avec Marie Stuart, car cette union renforce la position des Guises à la cour, d'autant que Diane de Poitiers a déjà marié sa seconde fille à un Guise. Il est aussi question dans cet incipit du connétable, Anne de Montmorency. Il est extrêmement puissant, proche conseiller et ami de Henri II. Il est en quelque sorte son premier ministre. Ensuite, le vidame de Chartres appartient à l'une des plus illustres familles du royaume. Il a les plus hautes qualités. À noter, il est l'oncle de mademoiselle de Chartres, qui deviendra princesse de Clèves. Dans le roman, il est très lié à la reine Catherine de Médicis. Il est son confident. Un événement très important est à retenir. Le vidame a dédaigné la fille de Diane de Poitiers, la rivale donc de la reine, puisque Diane de Poitiers est la maîtresse de Henri II. Dans le roman, le vidame de Chartres est l'amant de Madame de Thémines et de Madame de Martigues, parmi d'autres. Il est le seul gentilhomme digne d'être comparé à celui qui illumine la cour par son éclat, le duc de Nemours. La narratrice ne tarit pas d'éloges pour ce duc. Dans le texte, ce prince était un chef-d'œuvre de la nature. Ce qu'il avait de moins admirable, c'était d'être l'homme du monde le mieux fait et le plus beau. Ce qui le mettait au-dessus des autres était une valeur incomparable et un agrément de son esprit dans son visage et dans ses actions que l'on n'a jamais vu qu'à lui seul. Mais attention, et cela aura toute son importance pour la suite du roman, il est aussi un galant homme, un charmeur qui conquiert les cœurs. Dans le texte, il n'y avait aucune dame dans la cour dont la gloire n'eût été flattée de le voir attaché à elle. Peu de celles à qui il s'était attaché ne pouvaient se vanter de lui avoir résisté, et même plusieurs, à qui il n'avait point témoigné de passion, n'avaient pas laissé de n'en avoir pour lui. Il avait tant de douceur et tant de disposition à la galanterie qu'il ne pouvait refuser quelque soin à celle qui tâchait de lui plaire. Ainsi, il avait plusieurs maîtresses, mais il était difficile de deviner celle qu'il aimait véritablement. Il allait souvent chez la reine Dauphine. La beauté de cette princesse, sa douceur, le soin qu'elle avait de plaire à tout le monde et l'estime particulière qu'elle témoignait à ce prince avaient souvent donné lieu de croire qu'il levait les yeux jusqu'à elle. Alors, historiquement, le duc de Nemours a existé. C'est Jacques de Nemours. Il appartient à la maison de Savoie. Il est le cousin germain de François Ier. Il est donc de la plus haute noblesse. Le duc de Nemours a 28 ans au moment de l'histoire. Donc, au moment où commence notre récit, la paix entre la France et l'Angleterre débute enfin. Marie Tudor, reine d'Angleterre, vient de décéder. Sa fille, Élisabeth Ier, lui succède. Elle a beaucoup entendu parler du duc de Nemours et elle souhaite vivement le rencontrer. Pour sceller la paix, le roi Henri II encourage le mariage de cette nouvelle reine avec le duc. Il est temps maintenant de faire un petit point sur les intrigues qui prévalent à la cour de Henri II, donc au Louvre. Nous avons Anne de Poitiers, qui déteste le vidame de Chartres, donc elle figure en haut à droite sur notre image, tandis que le vidame figure en haut à gauche de l'image. Le vidame a refusé d'épouser l'une des filles de Diane par amour pour la reine,
Donc, Diane de Poitiers déteste mademoiselle de Chartres, qui est sur le point de faire son entrée à la cour, car elle est la nièce du vidame de Chartres. Le vidame de Chartres est proche de la reine Catherine de Médicis. Il est le protagoniste majeur de l'affaire de la lettre dans le récit. Suite à cet incident, d'ailleurs, il perdra les faveurs de la reine. Le duc de Nevers, quant à lui, est proche de Diane de Poitiers. Il déteste donc aussi le vidame de Chartres. C'est pourquoi il s'opposera au mariage de son propre fils, le prince de Clèves, avec mademoiselle de Chartres. Diane de Poitiers a compris que les Guises sont d'ambitieux et féroces politiques. Elle les déteste. Enfin, le cardinal de Lorraine, le plus puissant des Guises, déteste le vidame de Chartres en raison de ses amitiés avec certains protestants. C'est sur ces entrefaites que mademoiselle de Chartres, la future princesse de Clèves, fait son entrée à la cour du roi. Dans le texte, il parut alors une beauté à la cour, qui attira les yeux de tout le monde, et l'on doit croire que c'était une beauté parfaite, puisqu'elle donna de l'admiration dans un lieu où l'on était si accoutumé à voir de belles personnes. Lorsqu'elle arriva, le vidame alla au-devant d'elle. Il fut surpris de la grande beauté de mademoiselle de Chartres, et il en fut surpris avec raison. La blancheur de son teint et ses cheveux blonds lui donnaient un éclat que l'on n'a jamais vu qu'à elle. Tous ses traits étaient réguliers, et son visage et sa personne étaient pleins de grâce et de charme. Le lendemain de cette arrivée à la cour, mademoiselle de Chartres se rend chez un joaillier. Notons que le cadre de cette rencontre est empreint du luxe importé d'Italie. Nous sommes à la Renaissance, rappelons-nous. De nombreux marchands se sont installés dans les rues environnant le Louvre. Ils s'enrichissent considérablement et c'est le cas de ce joaillier. Dans le texte, sa maison paraissait plutôt celle d'un grand seigneur que celle d'un marchand. Les personnages du roman appartenant à la noblesse vivent dans cette atmosphère de luxe. Ainsi, mademoiselle de Chartres est venue dans cette joaillerie pour assortir des pierreries. Le prince de Clèves, présent par hasard dans la boutique, identifie son statut social par le luxe qui l'entoure. Dans le texte, il voyait bien, par son air et par tout ce qui était à sa suite, qu'elle devait être d'une grande qualité. Le prince de Clèves tombe immédiatement éperdument amoureux de mademoiselle de Chartres dans cette joaillerie. Le soir, il se rend chez madame, sœur du roi. La romancière précise que madame, alias Marguerite, va épouser l'homme qu'elle aime, le duc de Savoie. Sur le plan historique, madame, la sœur du roi Henri II, quittera la cour pour vivre à Nice, et puis Chambéry, et puis enfin à Turin, qui devient la capitale des États de Savoie en 1562. Voilà, c'était pour le petit point historique. Revenons maintenant au prince de Clèves, qui se rend donc le soir même de sa rencontre chez madame, à la cour. Il relate cette rencontre qui l'a ébloui. Une confidente de madame comprend qu'il s'agit certainement de mademoiselle de Chartres. La princesse Marguerite promet au prince de Clèves que le lendemain, il pourra rencontrer mademoiselle de Chartres chez elle. Et c'est ce qu'il se passe le lendemain. Le chevalier de Guise est présent aussi. Nous comprenons que lui aussi tombe amoureux de mademoiselle de Chartres. Il est ami du prince de Clèves. Alors, à la cour, au fil des jours, la jeune fille séduit la reine Catherine de Médicis et aussi la reine Dauphine, donc la toute jeune Marie Stuart, qui a le même âge que mademoiselle de Chartres. Mademoiselle de Chartres devient la confidente de la reine Dauphine. Seule madame de Valentinois n'aime pas la jeune fille. Souvenons-nous, cette dernière est de la même maison que le vidame de Chartres. Et la haine de la maîtresse du roi constitue un danger pour la jeune fille. Le prince de Clèves, tout d'abord fou amoureux de mademoiselle de Chartres, sait que son projet de mariage sera contrarié par la grande amitié que son père, le duc de Nevers, voue depuis longtemps à la duchesse de Valentinois, Diane de Poitiers. Ce dernier est de fait furieux que son fils nourrisse le projet d'épouser mademoiselle de Chartres. Dans le texte, il blâma ce dessein, c'est-à-dire ce projet, il s'emporta et cacha si peu son emportement que le sujet s'en répandit, bientôt, à la cour et alla jusqu'à madame de Chartres. Le chevalier de Guise, pour sa part, craint de ne pas être d'un parti qui puisse intéresser madame de Chartres. Citation, il savait bien qu'il n'était point un parti qui convînt à mademoiselle de Chartres, par le peu de bien qu'il avait pour soutenir son rang.
Son frère, d'ailleurs, le cardinal de Lorraine, réprouve vivement cet attachement, car il déteste le vidame. Il ne veut pas que sa maison soit liée à celle du vidame de Chartres. Dans le texte, il eut bientôt consenti à voir son frère. Il eut plutôt, consenti à voir son frère entrer dans toute autre alliance que celle de ce vidame. Et il déclara si publiquement combien il en était éloigné, que Madame de Chartres en fut sensiblement offensée. Ainsi, Madame de Chartres est doublement offensée. Elle s'étonne que les Guises et les Clèves ne veulent pas associer leur maison à la sienne. Nous savons qu'elle est orgueilleuse. Elle décide alors d'envisager un parti pour sa fille qui sera au-dessus de ces deux prétendants. Elle envisage alors un prince de sang. Le prince dauphin, fils du duc de Montpensier. Mais Diane de Poitiers manœuvre pour empêcher ce mariage, car elle déteste, nous l'avons dit, Mademoiselle de Chartres. Encore une fois, Madame de Chartres est humiliée. Mais quelque temps plus tard, le père du prince de Clèves, le duc de Nevers, donc, qui s'était opposé au mariage de son fils avec Mademoiselle de Chartres, décède. Le prince de Clèves est désormais libre. Il demande la jeune femme en mariage. Mais Mademoiselle de Chartres confie à sa mère, dans le texte, qu'elle l'épouserait même avec moins de répugnance qu'un autre, mais qu'elle n'avait aucune inclination particulière pour sa personne. La mère ne s'arrête pas sur cette confidence. Le mariage est conclu. Le prince de Clèves remarque bien, et tout le long des fiançailles, que sa future épouse éprouve pour lui de l'amitié et de la considération, mais pas de l'amour. Il en souffre profondément avant que d'être marié, et ce sera le cas jusqu'à sa mort. Sur ces entrefaites, le chevalier de Guise, l'autre prétendant malheureux de Mademoiselle de Chartres, revient d'un voyage. Il confie à la jeune femme que sa grande tristesse lui vient de n'avoir pu l'épouser. Alors la célébration a lieu, et la narratrice l'expédie en quelques lignes. Mais quelque temps plus tard, un autre mariage, éminemment somptueux celui-ci se prépare, celui de la seconde fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis, c'est-à-dire Claude de France avec le duc de Lorraine. Alors sur le plan historique, elle a 12 ans, il en a 15. Et c'est à cette occasion que va avoir lieu la rencontre entre Mademoiselle de Chartres, devenue princesse de Clèves, et le duc de Nemours. Voilà, j'espère que cette présentation vous a apporté quelques éclaircissements et à tout bientôt.